Quelles leçons tirées de la dernière Assemblée générale de l'ONU? C'est un constat d'échec des Nations unies. Quel que soit l'angle d'où on regarde cette Assemblée générale, on y voit la marque de l'échec de ce qui se voulait l'Assemblée des peuples du monde. Je passerai rapidement sur l'intervention de Trump. J'ai expliqué dans d'autres émissions longuement tout ce qui opposait la faction de l'oligarchie américaine que représente Trump et la CPI. Il faut dire une chose quand même, il ne faut pas porter d'importance à Trump. Trump, il gouverne avec un principe que les politologues français viennent de définir comme celui de la théâtralité. C'est la façon de gouverner de Macron, de Trump, de Erdogan ou encore du Hongrois Orban. Il s'agit partout d'être à la une de l'actualité, avec des tweets, avec des phrases chocs, vides de sens, et on peut expliquer demain le contraire de ce qu'on a expliqué hier. C'est ça la théâtralité. Trump, il explique simplement une chose, c'est que la signature d'un président américain, comme celle apposée par Obama, après des années de négociations sur l'accord de Genève sur le nucléaire civil iranien, ne valait pas plus que l'encre qui avait servi à la signer, qu'un président américain pouvait annuler ce qu'avait fait le précédent. C'est ce qu'on appelle assurer la sécurité internationale. Évidemment, ce que Trump défait, un autre président défera ce que Trump a fait. Il faut quand même dire quelque chose, c'est que la CPI, c'est l'instrument précisément des Américains, du bloc américano-occidental. C'est eux qui ont porté sur les fonds baptismaux, au début des années 90, les fameux tribunaux pénaux internationaux, comme celui de la Yougoslavie ou du Liban, qui ont servi de matrice à ce qu'a été ensuite la CPI. Même si les États-Unis ont soustrait leurs généraux, leurs militaires, leurs mercenaires, leurs politiciens, de ces statuts de Rome de la CPI, ils ont quand même placé celle-ci au sommet de ce qu'était l'activité diplomatique internationale, au sommet de l'activité des Nations Unies. Trump nous explique aujourd'hui que cette CPI n'a jamais eu de légitimité, qu'elle est morte. Ce n'est pas la CPI qui le détruit ainsi, c'est la légitimité des Nations Unies. Discours du président Obiang Nemam Basogo, à nouveau constat d'échec de l'ONU. Le président équato-guinéen, c'est une des grandes voix avec Idriss Déby du néo-panafricanisme. Une remarque tout d'abord, je déplore que son discours n'ait pas été fait au nom des autorités officielles en fonction de l'OUA. Moi, je ne pratique pas la langue de bois. Il faut savoir qu'au moment où des géants de l'histoire, comme Obiang ou Déby, se dressent pour proclamer la dignité et l'indépendance du continent, il y a des chefs d'État qui collaborent avec les Occidentaux pour recoloniser celui-ci. Certains d'entre eux le font depuis le début du nouvel ordre mondial au début des années 90-94. Ce que proclame Obiang, c'est l'échec de l'ONU à nouveau. 60 ans après la décolonisation, il doit dénoncer la recolonisation, le néocolonialisme. C'est ça l'échec de l'ONU. En 1945, on nous a dit l'ONU, ça va être un monde juste, démocratique au sens du parlementarisme bourgeois occidental. Ça va être un monde où les peuples vont décider et assurer la paix. L'ONU n'a assuré la paix nulle part. Regardez les guerres étatiques et les guerres civiles depuis 1945, vous serez édifiés. Mais surtout, l'ONU, dès sa naissance, a été confisquée, captée par le syndicat des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont le pouvoir du droit de veto au Conseil de sécurité, avec en plus l'hypocrisie, c'est qu'ils y siègent à côté de membres non permanents qui n'ont dans la pratique rien à dire parce qu'ils n'ont pas ce droit de veto. L'Afrique du néocolonialisme, 60 ans après la décolonisation, c'est ce soi-disant printemps africain proclamé par Obama en août 2014, où plus de 20 pays sont déstabilisés, où on veut changer les régimes. C'est surtout la toute-puissance des armées occidentales. Les USA et l'Africom, passés d'une base militaire à Djibouti en 2007 à plus de 40 bases aujourd'hui, c'est l'armée française, proclamée shérif de l'Afrique par les mêmes généraux de l'Africom l'année précédente. C'est ça qui est grave, c'est qu'on peut décider à Washington qui va faire la police en Afrique au nom des Africains.
Il y a les missions de la Bundeswehr de Mme Merkel, plus d'une vingtaine. Cette Mme Merkel qui n'est pas l'amie des Africains, dont le manifeste géopolitique du président Arthur Steinmeier proclame l'Afrique est l'Allemagne est de retour en Afrique. Les Italiens, ancienne puissance coloniale, sont présents militairement en Libye ou en Somalie. Même les Belges forment l'armée croupion aujourd'hui du gouvernement de Tripoli. Enfin, les Britanniques sont présents un peu partout, beaucoup plus hypocritement que les Français, mais de façon tout aussi réelle. Heureusement, grâce à des gens comme Obiang, comme Idriss Déby Itno, il y a précisément ce néo-panafricanisme qui proclame la liberté, la dignité de l'Afrique, de la mer à l'océan, de la mer Méditerranée au Cap. Autre discours, celui de Kabila. Autre constat d'échec des Nations Unies. Que dénonce Kabila? Il dit la MONUSCO doit partir. Il dresse le constat d'échec des casques bleus. Les casques bleus n'assurent ni en RDC ni ailleurs en Afrique pas du tout la paix. Ils n'assurent pas la sécurité des populations. Ils sont le symbole de la suggestion à l'Occident. Ils sont aussi liés à toute une série de trafics ignobles, trafic des femmes, trafic pédophiles, trafic de femmes et d'enfants, histoire sordide de viol, trafic de matières premières ou de diamants, trafic d'armes. Le bilan de l'ONU des casques bleus, il est totalement négatif. Et on rappellera quand même quelque chose, pas plus qu'ils n'ont assuré la sécurité de l'Afrique dans le domaine des guerres, ils l'ont assuré dans le cadre du terrorisme. Rappelons quand même que les premières structures islamistes radicales wahhabites en Afrique ont été mises sur pied dans les années 90, les écoles coraniques islamiques, les circuits de financement et les cellules, par les officiers et les sous-officiers des casques bleus pakistanais précisément, des forces des Nations Unies, acquis à l'idéologie wahhabite qui était celle du régime pakistanais, qui est toujours aujourd'hui celle de son armée et de ses services secrets. Ce qui a changé, c'est que la République démocratique du Congo s'est dégagée des griffes occidentales. Elle a mis en route son nouveau compte minier. Elle a engagé un bras de fer avec les multinationales. Elle veut des élections libres à la fin de l'année. Elle veut un territoire dégagé des forces étrangères. Surtout lorsque l'on voit Kabila parler à la tribune des Nations Unies, on voit qu'il est, au regard des règles de l'ONU, un président parfaitement légitime qui s'adresse là-bas comme le représentant du Congo et au nom de sa constitution. Mais ce qu'il faut surtout retenir de cette affaire, ce sont les absents. J'expliquais que nous étions dans un monde où les médias dominaient, un monde de théâtre, de scénarios politiques. Ce qui compte, c'est ce que l'on voit à la télévision, mais ce qui comptait dans cette Assemblée Générale des Nations Unies, c'est ce qu'on n'a pas vu, c'est ceux qu'on n'a pas vus. Vous avez pu constater que ni les Chinois ni les Russes n'ont pris la parole. Ils ont clairement démontré par là que la politique internationale ne se définissait plus aux Nations Unies à New York, que l'ONU, impuissante et incapable, est en train de perdre la main. Les grandes institutions, les grandes conférences où on assure la paix du monde, ce sont les conférences qui se tiennent à Astana, à Sochi, à Pékin, à Téhéran. C'est l'Eurasie, cette puissance continentale qui conteste l'ordre mondial de la puissance maritime américaine. C'est cela qui compte. Au même moment où en géoéconomie, la Chine, avec ses routes de la soie, qui concernent aussi bien l'Eurasie en marche que l'Afrique, ces routes de la soie précisément défient le nouvel ordre mondial, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. C'est cela qui compte. Dernier élément, nous avons vu hier le représentant de la Syrie, le ministre des Affaires étrangères, prendre la parole. Lui aussi a dressé le constat d'échec de l'ONU. Il a dénoncé la coalition internationale dirigée par les Américains qui n'a aucune légalité et que pourtant l'ONU appuie. Il a dit les forces américaines, françaises, turques qui occupent illégalement le territoire syrien doivent partir. S'il le faut, nous les en chasserons. C'est là aussi le constat d'échec d'une ONU qui appuie, qui cautionne les forces d'occupation étrangères chez un membre souverain de l'ONU.